Bonsoir et bienvenue à l'heure du cri. On va parler aujourd'hui de la théorie de la simulation. C'est une théorie dont on parle beaucoup en ce moment, notamment parce que Elon Musk a avoué dans une interview y croire sérieusement. Il va même jusqu'à dire qu'il y a une chance sur plusieurs milliards que notre monde soit bien réel. Il y a quelques années, la série de films Matrix a popularisé cette théorie, comme quoi nous vivions dans une simulation mise en place par des machines. Et avec la montée de l'intelligence artificielle, la théorie gagne en popularité. Mais tout ça, ça ne date pas d'hier. 400 ans avant Jésus-Christ, un philosophe chinois, Chuang Tzu, a fait un rêve où il n'était qu'un papillon. Dans son rêve, il n'avait aucun souvenir de sa vie humaine. À son réveil, il n'arrivait pas à croire qu'il n'était qu'un humain ayant rêvé d'être un papillon. Il se demande alors, et si je n'étais en réalité qu'un papillon rêvant actuellement d'être un être humain? L'hypothèse de la simulation était née. Elle énonce que la réalité observable est en fait une simulation, sans que les entités qui y évoluent puissent la distinguer de la véritable réalité. Et on peut même l'appeler la mère de toutes les théories conspirationnistes, puisqu'elle les englobe toutes. Mais pourquoi créer une telle simulation? Dans le film Matrix, ce sont des intelligences artificielles qui utilisent la simulation pour cultiver des êtres humains afin qu'elles utilisent notre énergie comme batterie. Bon, c'est quand même, je crois, un moyen assez inefficace de générer de l'énergie, mais imaginons qu'il soit profitable d'utiliser l'énergie générée par un corps, pourquoi les machines n'ont pas utilisé des vaches? Ça limite le risque d'avoir une révolution au moins. Mais bon, le philosophe Nick Bostrom en 2003 a une autre idée. Il pense que nous vivons dans une simulation mise en place par nos descendants, qui vivent à présent dans un monde post-humanité. Ils ont mis en place une simulation pour mieux comprendre leurs ancêtres, leurs histoires et leur évolution. Il va même jusqu'à dire qu'une de ces propositions est forcément vrai. Soit l'espèce humaine disparaîtra avant d'atteindre le stade post-humain, soit les civilisations post-humaines ne pourront pas mettre en place un grand nombre de simulations, soit nous vivons dans une simulation. Pour Nick Bostrom, considérant notre évolution technologique rapide, l'humanité va évoluer dans un état post-humain où nos descendants auront un énorme pouvoir technologique, assez pour mettre en place des simulations complexes de leurs ancêtres où tout paraîtra réel, même leur conscience. Ces descendants post-humains auront un accès tellement facile à ces simulations qu'ils vont en construire beaucoup, bien plus que le nombre actuel de leurs ancêtres. Ainsi, selon Bostrom, la probabilité que nous soyons une simulation d'un ancêtre est bien plus grande que celle que nous soyons un véritable ancêtre. Il en conclut que nous vivons presque certainement dans une simulation. Bon, le descendant qui fait ma simulation, il doit être bien dégoûté quand même, parce qu'à part regarder des vidéos en mangeant des chips... Enfin, maintenant qu'on sait ça, a-t-on les moyens de savoir que nous sommes dans une simulation? On peut ne pas trop se prendre la tête, comme la physicienne Sabine Ossenfelder, qui elle pense que la question n'est pas scientifique, car on ne peut pas tester ou réfuter l'hypothèse de la simulation, et donc ça vaut pas le coup de faire des recherches. Mais tout le monde ne pense pas comme elle. Il y a même un homme d'affaires américain, Sam Altman, qui a révélé au New Yorker Magazine que 2 milliardaires avaient secrètement engagé des scientifiques pour qu'ils travaillent à nous faire sortir de la simulation. Alors, ils doivent avoir du pain sur la planche, ces scientifiques. En attendant, on peut essayer d'en savoir plus. Par exemple, dans le film Matrix, il parle de déjà-vu, des sortes de bugs dans la matrice qui apparaîtraient et pourraient nous prouver que nous sommes bien dans une simulation. Il faut dire que des bugs dans la matrice, il y en a beaucoup dans notre réalité, comme cette personne, par exemple, qui est allée chez son voisin pour l'aider à déménager des meubles. Il l'a aidé avec un matelas, mais quand ils essayaient de monter une armoire dans les escaliers, elle est tombée sur lui et l'a écrasé. Il a cru qu'il était mort, mais il s'est en fait retrouvé dans son salon. Le téléphone sonne. C'est son voisin qui lui demandait de venir l'aider à déménager des meubles. Quand il est retourné chez son voisin, il lui a raconté toute l'histoire et a pu décrire en détail les meubles et la chambre qu'il n'avait jamais vus. Il a évidemment passé son tour pour monter l'armoire. Au final, on peut revenir sur la question philosophique numéro 1. Qu'est-ce que la conscience? Quelle utilité a-t-elle? Si on intègre la théorie de la simulation, la conscience pourrait être une interface subjective entre nous et le reste de l'univers. La seule explication raisonnable pour son existence serait qu'elle est là pour servir d'expérience. Mais l'expérience en elle-même est très demandeuse en énergie pour avoir évolué en un avantage. Les lois naturelles ne prédisaient pas l'existence de la conscience. Il y a donc seulement 2 explications pour son existence. Soit qu'il y a des forces de l'évolution dont nous ne savons rien encore et que nous n'avons pas théorisé, soit
que la conscience existe en tant qu'expérience et que nous servons cette fonction. Nous créons un produit, nous générons une expérience. Et ça me fait penser aux psychonautes. Il y a une communauté sur Reddit de personnes qui prennent des substances plus ou moins légales pour voyager dans les états modifiés de conscience. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les faits. Je ne vous conseille évidemment pas de vous droguer, mais c'est toujours intéressant de lire leurs histoires. Un psychonaute a pris quelque chose donc, et en plein trip, il a eu l'impression de tout savoir. Il a donc fait un post où on pouvait lui poser des questions. Quelqu'un lui a demandé « Sommes-nous dans une simulation ?» Et il a répondu « Nous ne sommes pas dans une simulation, mais toi tu l'es. » Sa réponse est intéressante, je trouve. Comme je le comprends, nous, notre unité, notre tout est dans la réalité. Mais nos personnes individuelles, nos petits égos disséminés partout sur Terre, sommes bien dans une simulation. Ça rejoint la théorie de l'unité, comme quoi nous sommes tous une seule et unique entité, divisée par l'illusion de la séparation. L'univers crée une expérience à travers nous. Et là, je crois que je ne suis pas encore assez éveillée spirituellement pour bien comprendre ce genre de truc. Ça tombe bien parce que dans la prochaine vidéo, on parlera du grand réveil. Alors abonnez-vous pour pas louper ça. À très bientôt!